Donc merci, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de partager mon centre d'intérêt avec le vôtre qui tourne autour du vernaculaire. Donc pour répondre à la question qui a été posée en début de cette table ronde, le savoir-faire vernaculaire, comment le patrimoine bâti, comment le patrimoine architectural révèle-t-il la persistance de savoir-faire à nouveau mobilisable dans une perspective d'architecture bas carbone? Eh bien, pour nous, ça a été le patrimoine bâti en terre en Algérie qui nous a inspiré pour un nouveau mode d'architecture de construction qui répond à des problématiques actuelles, à savoir notamment la consommation énergétique et le respect de l'environnement. Donc, je reviendrai juste pour préciser comment est née l'idée. Je donnerai quelques repères sur le patrimoine bâti en terre en Algérie. Comment s'est déroulée cette expérience pédagogique au niveau du département d'architecture de notre université Baji Mkhtara Annaba. Et puis, je donnerai après les résultats de cette expérience. L'Algérie recèle un patrimoine en terre remarquable par son adaptation aux cités au climat et aux pratiques socio-spatiales des usagers. Quand nous l'observons, pourtant c'est un produit d'une architecture vernaculaire, d'un mode de construction vernaculaire, il est pourtant pertinent parce qu'il répond à des problématiques actuelles que nous nous posons, notamment vis-à-vis du respect de l'environnement, la réduction de nos consommations énergétiques. Donc, juste pour vous donner quelques repères sur ce patrimoine bâti en terre, nous le retrouvons répartis sur différentes régions du territoire algérien. Si nous pouvons lui donner une typologie, nous pouvons la classer en 3 grandes catégories. Il y a les médinas qui sont les tissus de villes anciennes, qui sont des tissus urbains, dont la construction avait commencé depuis le Xe siècle. Il y a une série de villages percés sur la montagne, pour la plupart d'entre eux qui sont de la région des Aurès et la Kabylie. Et il y a les Ksour sahariens qui sont des villes fortifiées au sud, dans le désert. Et je note juste là que le sud ou le Sahara comporte la plus grande partie du patrimoine bâti en terre en Algérie. Donc je passerai rapidement sur ça. C'est pour dire quelles sont les qualités de la terre crue, parce qu'il y a un intérêt actuel dans beaucoup de pays pour les vertus de la terre crue. Il y a beaucoup de recherches qui ont été menées par des laboratoires de recherche, dont je citerai l'un qui est connu, le Cratère, qui est en France, qui prouvent avec des essais en laboratoire, et il y a eu beaucoup de thèses, qui ont mené des essais qui montrent l'efficacité de ce matériau par rapport à ses qualités environnementales, ses qualités thermiques et acoustiques, ses qualités hygrothermiques, ses qualités mécaniques et physiques. Son coût faible, si on parle par rapport au vernaculaire que les gens construisent par eux-mêmes, il est même résistant au feu. Notamment ces derniers temps, on vit beaucoup d'incendies, même en Algérie, été 2021, nous avons vécu un important épisode de feu de forêt qui a ravagé beaucoup de villages. On revient sur justement le choix judicieux des matériaux pour préserver les constructions des feux. Et puis même, il est sain. Le souci de la santé qui s'est posé aussi depuis la période Covid. Et puis, c'est aussi un matériau recyclable. Donc, je reviens sur l'expérience pédagogique que nous avons menée en atelier architecture en Master 2. Donc, les études se feront sur 5 années. Le Master 2, c'est la 5e année. Donc, atelier, peut-être ce que vous appelez, vous, c'est studio architecture, nous appelons atelier architecture. Les étudiants sont appelés à faire un mémoire de fin d'études et à concevoir un projet d'architecture. Donc, avant cela, l'idée, c'était de lancer l'atelier justement pour s'inspirer de ce savoir, de cette architecture de terre vernaculaire pour faire une sorte de réinterprétation de cette architecture pour concevoir dans le contemporain tout en répondant à des problématiques actuelles. Donc nous avons initié, avant de passer au mémoire et la conception des projets, nous avons initié par un voyage d'études pour imprégner les étudiants justement de ce savoir vernaculaire. Donc notre choix s'est porté sur un village qui s'appelle le village de Mena, situé dans les Aurès. Donc comme vous voyez, un village de terre perché sur la montagne. Pour vous situer un petit peu géographiquement,
Donc c'est le nord-est de l'Algérie, un peu vers le bas, le centre. Donc administrativement, ce village fait partie de la wilaya de Batna, si vous en avez un peu entendu parler. Donc aujourd'hui, ce village, c'est une commune qui s'est développée. Le village, c'est là ce qui est entouré de cercles de couleur orange au terre. Et le village s'est beaucoup développé, c'est devenu une commune aujourd'hui, mais qui est majoritairement construite en terre. L'ancien village en terre, construite en béton armé avec les matériaux d'aujourd'hui. Donc le village, l'ancien village, donc a été un peu, il a perdu un peu de ses habitants. Voici le milieu naturel dans lequel il s'insère. Donc il est dans une montagne sur un point haut pour des raisons sécuritaires et situé aussi, son implantation a été privilégiée par l'existence de cours d'eau parce que la population s'implantait, il y avait toujours une source d'eau pour pouvoir mener une vie. Il est caractérisé par un climat semi-aride, froid en hiver et sec et chaud en été. Donc en hiver, la température atteint les 5 degrés. En été, elle dépasse les 30 degrés. Ça va jusqu'à 37, 39 degrés. Donc voici une idée un peu sur le village. Le voyage a été mené en 2019. Vous voyez ce qui reste de ce village aujourd'hui. Ces constructions en terre. Il y a des habitants qui habitent ce village. Donc, si on remonte aux statistiques, en 1844, c'est les statistiques les plus anciennes que j'ai pu trouver, il comptait 150 maisons et environ 1200 habitants. Ce chiffre a beaucoup diminué parce que les gens préfèrent quitter le village pour habiter des maisons, disons, plus modernes, construites avec les matériaux d'aujourd'hui, le béton, qui offre surtout un certain confort de vie. Revenons un petit peu sur les modes de construction. On construit matériaux terre, la technique on retrouve les deux techniques, l'adobe et le pisé. La technique cependant la plus répandue, c'est l'adobe. Donc avant de construire, c'est une brique faite avec de la terre et de l'eau qu'on mélange, après qu'on va mouler avec des moules en bois. Mais avant de construire des murs avec cette adobe qu'on appelle dans le langage local taupe en arabe, le langage disons local, on construit d'abord un soubassement en pierre. Mais on cherche toujours des matériaux naturels disponibles sur place. La pierre aussi, elle est cherchée sur place. En bas de la vallée, près du Hède, on peut avoir de la pierre. Il y a toujours un soubassement qui est fait pour protéger la construction du contact de l'eau, parce que la terre, pour la protéger, il faut éviter toute humidité au contact de l'eau. Le soubassement va de minimum de 50 cm, il peut atteindre jusqu'à un étage, tout dépend de la topographie du terrain. Les briques sont ensuite empilées les unes sur les autres avec un mortier de terre, c'est-à-dire pour rattacher l'ensemble. On dispose on fait des chaînages en bois toutes les 4 à 5 rangées pour assurer une certaine répartition équitable des charges et pour maintenir la stabilité de l'ensemble. Donc vous voyez là, on peut construire jusqu'à ces passages couverts qu'on appelle sabat dans le langage aussi local, et ces constructions tiennent jusqu'à aujourd'hui. Les constructions peuvent s'élever jusqu'à 2 étages. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, la population locale vivait surtout de l'élevage. Donc il y a l'élevage et un peu de l'agriculture, l'arboriculture surtout. Dans les habitations, il y a aussi un espace réservé aux animaux. Soit il est situé en bas de la construction, soit juxtaposé. Et justement, cet espace aussi réservé aux animaux, il sert aussi à réchauffer la maison. Donc vous voyez aussi la population produit elle-même ses sources énergétiques. La construction se fait les murs en terre et la structure aussi en bois. On utilise le poids disponible sur place. Il y a l'arbre le plus répandu là-bas, c'est le genévrier. La population l'utilise même aussi pour se réchauffer. Il est utilisé, on fait l'élevage, surtout l'élevage de chèvres dans ce village-là.
Il leur sert aussi pour leurs animaux. Et donc, vous voyez ce système de poteau-poutre aussi en bois, avec, je ne sais pas si ça se voit bien, un système ingénieux que nous ont expliqué sur place. On dispose même d'une certaine pierre comme une rotule entre les poutres en bois et les poteaux en bois pour permettre à la construction une certaine flexibilité lors des actions sismiques, pour protéger la construction, pour qu'elle reste stable. Pour ce qui est des ouvertures, vous voyez, ça répond à des impératifs climatiques, mais aussi socioculturels. Juste des petites ouvertures pour avoir l'essentiel d'éclairage et de ventilation. Ça permet des ouvertures hautes et petites pour permettre d'évacuer l'air chaud. Et les ouvertures sont plus larges à l'intérieur parce que les maisons disposent de cours. C'est là que la vie de la famille du ménage se passe à l'intérieur. Plancher en bois, ça j'ai expliqué. Et toujours la toiture, elle déborde par rapport à la construction parce que l'ennemi numéro 1 de la terre, c'est la pluie, c'est l'eau, et le gel. Donc là, la toiture doit toujours déborder pour protéger le mur en terre. Vous voyez, même pour tout ce qui est gouttière, nous utilisons toujours la source d'inspiration, la source de construction. On utilise tout ce qui est naturel. Vous voyez le tronc d'arbre on retient l'écorce et ça sert de gouttière. Donc voilà ce qui serait de ce village. Ils essaient de maintenir la population en disposant des réseaux d'eau, d'électricité et même d'Internet aujourd'hui. Ce qui a été retenu de ce voyage, c'est qu'une architecture, elle impressionne par son efficience. Sur le plan, c'est une architecture passive, écologique, elle a peu ou pratiquement pas d'impact sur l'environnement et surtout c'est un matériau qui est recyclable. Donc sachant que les techniques de construction en terre ont évolué aujourd'hui, on passe de l'adobe à la BTC et le pisé au pisé contemporain qui ont permis de performer nettement les qualités des matériaux, qualité mécanique, physique, de résistance et même visuellement, il y a un meilleur aspect de finition. Donc la deuxième partie de cette expérience pédagogique, ça a été le travail en atelier, concevoir un projet qui répond à une problématique qui a été soulevée par un étudiant dans un contexte local. Donc, il y a eu différentes propositions de projets. Je vous fais défiler rapidement un échantillon. Des problématiques de préservation de cachets. Là, un étudiant qui avait proposé un projet dans un village aussi bâti en terre, à Biskra, qu'on appelle le village rouge, en référence à la construction en terre. Donc, il montre comment la population locale, comment on peut construire aujourd'hui en s'inscrivant dans la vie contemporaine, en offrant une architecture contemporaine, mais en utilisant des matériaux naturels et locaux. Là, puisqu'il y a une ville nouvelle qui se construit à une trentaine de kilomètres de la ville de Annaba, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, inscrits par l'État. Donc, les étudiants ont puisé dans ces projets-là pour donner une certaine formulation avec cette sensibilisation au retour aux matériaux naturels et locaux. Là, comme c'est une crèche pour enfants avec le matériau terre, c'est pour briser un peu les clichés que cette architecture de terre, une architecture un peu moche, un peu vieillotte, on peut construire aussi dans un style contemporain. Et c'est destiné à un équipement destiné aux enfants pour renouer un peu le contact des enfants avec les matériaux naturels. On va jusqu'à des projets plus contemporains comme un incubateur de start-up, certaines qui posent par rapport à la problématique de la résistance au feu. Là, c'est important aussi, c'est une étudiante qui propose de recycler les terres de déblai, parce que la ville nouvelle, il y a énormément de chantiers. Elle propose là de recycler les terres de déblai pour fabriquer un matériau de construction et construire les équipements qui sont prévus au niveau de la ville nouvelle. Donc je fais passer là juste pour... On reste toujours dans le même esprit du respect de l'environnement, l'économie d'énergie. Maintenant, ça c'est le volet pédagogique que nous faisons nous à l'université. Qu'en est-il réellement sur terrain? Il y a une certaine prise de conscience, il y a un regain d'intérêt pour les matériaux de construction en terre. En 2015, un centre pour la préservation du patrimoine bâti a été créé en Algérie dans le sud, s'appelle le CAPTER, c'est le Centre algérien du patrimoine bâti en terre. Dans leur mission, ils réhabilitent des villages au sud, en Algérie, en terre crue. Ils sensibilisent aussi la population locale à un retour d'usage de ce matériau. Ils forment les acteurs aussi locaux, les acteurs du bâtiment.
Et ils font beaucoup de formations pour les jeunes enfants au niveau des écoles, justement pour inscrire cette tradition d'usage des matériaux naturels et locaux chez la population locale dès son jeune âge. Donc pour revenir juste aux conclusions, c'est tout ça pour dire que finalement on peut puiser dans le savoir traditionnel vernaculaire d'autrefois qui est révélateur de beaucoup d'efficience. C'est peut-être une alternative pour nous aujourd'hui pour construire de manière rationnelle, responsable et durable. Mais pour cela, il y a quelques freins à dépasser, comme la sensibilisation des acteurs du bâtiment, pour qu'ils changent un peu de leur a priori sur ce matériau terre, pour qu'ils le connaissent mieux. Si on connaît mieux, ça va nous inviter plus à l'utiliser. Et puis aussi, dépasser, ça c'est très important, c'est le plus grand frein, c'est dépasser les contraintes réglementaires et techniques. Parce que quand on parle avec ces acteurs du bâtiment, ils vous disent, dans les textes, il n'y en a pas de DTR, des textes, les règlements techniques. Dans le règlement parasismique algérien, on ne parle pas de ce matériau terre. Il faudra qu'il soit réglementé pour qu'on puisse passer à une concrétisation de ces projets et de commercialiser ce matériau et de construire avec dans nos chantiers. Voilà, sur ce, je vous remercie. J'espère que j'ai été un peu dans le sens.